Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyage à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Le Dakar, c'est plus qu'une course, c'est une aventure, une vraie. Xavier de Soultré, pilote professionnel, m'a fait l'honneur de partager son expérience hors du commun. Tout juste rentré d'Arabie Saoudite, il revient sur ce Dakar 2021 où il a été aux avant-postes, mais aussi sur son état d'esprit suite à une chute qui l'a contraint à abandonner. Comment gérer au quotidien pour atteindre les sommets ? Nous avons abordé les étapes de sa préparation pour attaquer et perdurer sur un rallye raid comme le Dakar. Mais avant, voici sa définition de l'aventure. Vivre des choses imprévisibles. Pour moi, c'est ça. Ce que j'aime dans l'aventure, c'est ça. C'est être face à des situations non prévues et devoir gérer la situation. Et aujourd'hui, dans ta vie de pilote professionnel, j'imagine que c'est le quotidien. À l'entraînement, normalement, sur une piste de motocross et d'enduro, pas des petits imprévus. Mais en rallye raid et dans le désert, c'est souvent des imprévus importants, quoi. Une fois on est arrivé, on s'est retrouvé avec un char qui nous visait au plein milieu du désert, quoi. Donc on s'est dit au milieu de la piste avec le canon pointé sur nous, ça, c'était des choses, tu sais pas trop comment réagir, quoi. C'est ça qui fait la beauté du truc, je trouve. Ouais, j'imagine. En face d'un char, ça parle en effet. Ça, c'est un vrai imprévu, ouais. Ouais, voilà. Et ça, c'est l'aventure. Et il y a que dans des situations comme ça que je trouve qu'on peut vivre des grosses aventures. C'est ça que j'aime, moi, dans le désert et d'aller dans les endroits où personne n'a jamais trop été, quoi. Et c'est étonnant, là. C'est vrai que tu parles de désert, d'imprévu. Tout à l'heure, on en parlait ensemble. On est tous les deux natifs d'Auvergne. Et comment tu passes d'être en Auvergne à Moulins aux plus belles pistes du Dakar, du désert, etc. C'était un rêve de faire le Dakar et de faire du rallye raid. Du coup, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que c'était ça. Donc, j'ai pu faire un premier Dakar. Et là, j'ai compris ce que c'était et j'ai mordu tout de suite. Et si on a tous du mal à arrêter ou si on veut tous y retourner à tout prix, c'est parce que on aime vraiment ça. C'est indescriptible ce qu'on peut vivre là-bas. Et pour en arriver là, c'était quoi les étapes ? Est-ce que tu as toujours voulu faire le Dakar ? On parle souvent de rêve de gosse. À quel âge tu as commencé la moto ? Et est-ce que tu rêvais petit déjà de faire le Dakar ? Rêve de gosse, façon de dire, quoi. Parce que tu sais que tu dis toujours que c'est impossible, c'est inaccessible. Comment tu passes de te dépêcher de finir tes devoirs pour regarder le Dakar, je suis au Dakar en train de me bagarrer devant. Ah non, il y a quand même plein d'étapes. Donc déjà faire de la moto, c'était un rêve. Puis faire des courses, c'était aussi un rêve. Puis après faire le championnat d'Auvergne, c'était aussi un rêve. Et puis après, je me suis retrouvé à faire le championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Et puis après le Dakar, ça a été quand même un long chemin. Je me suis pas dit à 10 ans, allez, vas-y, je vais au Dakar. En fait, Quoique ça fait peut-être 10 ans maintenant aussi, mais. C'est des étapes petit à petit où en fait c'est des steps de rêve. En fait, t'accomplis un rêve et après ce rêve, t'en accomplis un autre, etc., jusqu'à arriver là où tu es. Ouais, je comprends. Ouais, voilà, c'est ça. Une fois que t'as réalisé ton rêve, il faut en faire naître un autre, quoi. Et toi, aujourd'hui, après avoir fait le Dakar, alors j'imagine que tu vas me répondre que tu souhaites gagner le Dakar. Ça sera le prochain rêve, ça ? Ouais, depuis 5 ans, c'est le rêve, c'est ça. Depuis 4-5 ans, dès que j'ai commencé le rallye, j'avais pour objectif d'essayer de le gagner, le Dakar. Mais je me suis rendu compte de la difficulté de la chose. Et donc j'ai organisé pas mal de choses dans ma vie pour être prêt à faire ça, parce que c'est vraiment ce que je veux, par-dessus tout. Mais c'est un long chemin. Et le Dakar d'il y a 5-10 ans n'est plus le même qu'aujourd'hui. Donc faut s'adapter, se remettre en question et trouver des solutions pour battre les autres qui sont en train de faire exactement la même chose, qui essayent de eux aussi se mettre en question et essayer de il y a quand même un super niveau, quoi, souvent. Et tu disais que tu te préparais forcément pour une aventure comme celle-ci. C'est quoi ta préparation en tant que pilote ? Déjà, combien de temps à l'avance tu te prépares pour faire ce Dakar ? C'est une préparation d'une vie, quoi. C'est pas, tu te réveilles pas en septembre en te disant allez, faut que je me prépare pour le Dakar. Alors pour faire le Dakar, oui, tu peux faire ça. Mais pour le gagner, ça se fait pas comme ça. Il faut déjà avoir un bon niveau de pilotage. Donc il faut travailler sur le point-là pour être rapide. Ça reste une course. Donc là, je fais du motocross pour ça, beaucoup. J'ai fait beaucoup d'enduro avant et à l'entraînement, je m'entraîne essentiellement en motocross. Après, il faut être bon navigateur. Donc ça, j'ai des techniques un peu spéciales d'entraînement que pas grand monde ne connaît d'ailleurs, peut-être personne. Je pense que je suis un des seuls pilotes à m'entraîner de cette manière. Tu peux en parler ou c'est un peu secret ? Non,
Ouais, c'est secret. Ah, génial, ça j'aime bien. Ça c'est bon ça, ok. Et du coup, ça me donne un peu un avantage en navigation et je pense que je suis pas mauvais à ce niveau-là. Après, il faut être bon en mécanique pour savoir se démerder si jamais il y a un problème, quoi. Et puis, gérer l'imprévu, quoi. Mais il y a tellement de facteurs, c'est tellement complexe, c'est même dur à expliquer. Il, il y a tellement d'éléments que c'est ça qu'on aime tous, hein, mais faut aller vite. Tu fais 10-12 heures de moto par jour, faut pas être en panne, faut gérer ta mécanique, faut gérer ton essence, faut pas se perdre, faut gérer tes pneus, et faut passer les autres. Au final, c'est passionnant. Complètement. Et puis, t'as parlé, on a parlé d'aventure au début de cet épisode. C'est exactement ça. Là, tu viens de parler de tout ça. Là, enfin, on sent tout de suite que c'est une vraie aventure. C'est pas que de la course, c'est aussi beaucoup d'à côté. Ça rejoint aussi j'ai l'impression en tout cas, beaucoup d'aventures de personnes qui ont voyagé au long cours. Là, forcément, c'est sur un court moment et puis c'est surtout contre les autres. Et ça, c'est impressionnant. Donc, la vie d'un sportif, pour gagner le Dakar, comme toi, qui souhaite le faire, c'est au quotidien. C'est entraînement, c'est peut-être des nouvelles techniques de navigation, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est vraiment au quotidien. Tu vis pour gagner le Dakar à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, et puis il y a même des nouvelles choses que je mets en place qui sont pour là, il y a 2 ans, on a commencé un programme d'entraînement et on savait que ça allait pas payer tout de suite. On savait que c'était à 1 an et demi, 2 ans que ça allait payer. Donc là, j'ai eu les fruits de ce travail. Commencé il y a 2 ans, je les ai eu cette année au Dakar. D'accord. Donc ouais, c'est vraiment après c'est comme un mec qui lance sa boîte, il va pas avoir les plus gros marchés tout de suite, hein. Exactement. Ouais. Il faut se faire la dent, il faut se faire les dents, il faut anticiper, prévoir, investir. Et finalement, ça se gère un peu comme une carrière de sportif, ça peut se gérer un peu comme une entreprise, quoi. La prise de risque, investissement. Et c'est passionnant, c'est super passionnant. Moi, je suis passionné par ça, donc j'ai de la chance d'avoir cette passion. Moi, je reviens un peu sur ce Dakar, là, ce Dakar 2021. Franchement, honnêtement, je parle pas pour tous les motards, mais c'est vrai que tu as fait un excellent Dakar et j'ai été vraiment impressionné. Notamment, il y a une caméra à un moment, enfin un hélicoptère qui te suit et là, tu es en wheeling. Cette image, elle est juste incroyable en plein désert. Est-ce que, moi, en tant que voyageur, est-ce que tu as le temps quand même de voir ce qui se passe autour, de voir le spectacle? Parce que nous, on a vu un vrai spectacle aussi en termes de paysage. Est-ce que toi, en tant que pilote, tu as le temps quand même de profiter, de kiffer les paysages autour de toi? Non, pas vraiment. Et même d'ailleurs, quand je vois des photos, je me dis, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Enfin, c'est pas nous, quoi. C'est pas cette année ou c'est ailleurs. Enfin, je reconnais même pas les endroits où je suis passé il y a 2 mois, quoi. Okay. Non, vraiment pas. Il faut revenir, quoi. Il faut revenir en vacances. Ouais, d'accord. Ça. Ah, voilà, j'ai gardé tous mes roadbooks, toutes mes feuilles de route. J'ai des voyages tout près dans les tuyaux pour plus tard, hein. Et par rapport à ce Dakar, là, t'as été dans le haut du classement. Comment, c'est quoi le ressenti là quand tu es en haut en termes de mental, tu vois, tu touches un peu ce que tu as toujours rêvé. Comment tu gères ça? Bah, je fais abstraction totale de ça. Ok. Je suis content, c'est clair. Mais et je suis content pour mes partenaires, pour ceux qui m'ont aidé à rebondir, parce que j'ai été dans une situation pas facile en début d'année, sans équipe, un peu à pied. Et du coup, pour rebondir, ça n'a pas été facile. Donc j'étais surtout satisfait de ça. Et aussi de me dire que le jour où j'ai pris la tête du rallye, j'étais à nouveau le mieux positionné pour le lendemain, parmi la bande des 4-5 avec qui on se tirait la grosse bagarre, là. Donc c'était non, le fait d'être devant, c'est pas du tout, je suis pas du tout enflammé, c'était ça, quoi, entre guillemets. D'accord. Et moi, il y a aussi quelque chose alors il y a beaucoup de choses qui m'impressionnent dans les carrières de pilotes comme toi. C'est aussi, tu as parlé que pour toi, au début d'année, c'était un peu compliqué. Mais moi, ce qui m'a toujours impressionné, et c'est cette particularité des sportifs de haut niveau, c'est le mental. Donc, comment, après, comme cette année, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais donc tu as fait une chute. Déjà, je voulais savoir comment ça va à l'heure actuelle. Eh ben, je devrais pouvoir refaire de la moto. Enfin, je peux refaire de la moto, même début avril. Trop bien. Et ça a été quand même chaud. C'est pas loin de tétraplégie, donc c'est sérieux. Bien sûr. Mais
J'ai pas du tout eu peur sur la chute. J'ai compris tout de suite que je m'étais cassé quelque chose dans le cou. Après, je peux pas dire si c'est cassé, fendu, déplacé, enfin, tu sais pas quoi. J'ai attendu les examens. J'avais mal, c'est sûr, mais je savais que je bougeais. Donc après, tout est secondaire. Si tu sais que si tu sens tes membres et que tu bouges, tout le reste, bon, peu importe. J'ai raté la course. Ça, c'était la déception, quoi. Mais c'est la première chose que je me suis dit en tombant. C'est pas, je gagnerai pas cette année. Alors je sais pas si j'aurais gagné. Je dis pas que j'aurais gagné, peut-être. Je pense que j'aurais fait un bon résultat final parce que j'étais bien placé, en forme, etc. Mais on le saura jamais. Et après, quand j'ai compris que je suis passé à un chouï de tétra, là, ça calme un peu. Surtout notre roche familiale, à vrai dire. Mais c'est là où, comme je disais, je suis assez surpris, quoi. Tu tombes et la première chose auquel tu penses, c'est mince, j'ai peut-être perdu le Dakar, quoi. Tu vois, la course s'arrête. Alors que, bon, le commun des mortels, on se dit merde, j'espère que je me suis pas fait mal, etc. Et toi, c'est plus dans un second temps où tu as commencé à dire ouf, ouais, j'ai quand même eu de la chance. Parce que j'ai vu tout de suite que ça allait aussi. Si jamais ça allait pas, j'aurais pas pensé à la course. Et ça, comment après les jours qui suivent, comment tu peux te dire après une chute comme ça, qui est quand même assez importante, et c'est là où je trouve que vous êtes impressionnants, vous les pilotes, c'est bon, je me relève, là tu viens de me dire, en avril, je peux remonter la moto, c'est assez dingue. Comment tu arrives à trouver ce mental pour à chaque fois te dépasser, remonter sur la moto, malgré ses blessures, ses échecs? Comment ça se passe? Parce que c'est dément ce qu'on fait, quoi. On roule à 180, 185 même au maximum, dans des déserts inconnus, quasi inconnus, avec d'autres pilotes. Et maintenant, on commence tous à bien s'entendre. Il y a rien d'autre qui égale ça dans la vie normale, quoi. Et c'est indescriptible. Tu nous vois comment tu vois bien sur la moto comme on est. Enfin, moi, je me suis éclaté, quoi, cette année. J'ai envie de faire ça et je ferai ça. C'est vraiment super. Après, faut réfléchir aussi moyen, long terme et être intelligent, quoi. Faut pas. Là, c'était ma première grosse chute, là. Des chutes comme ça, si j'en aurais pris 2, 3, 4, je pense que je serais passé à autre chose. Hein. Ouais, je comprends. Et ça, alors c'est peut-être un peu plus personnel. Pour la famille, ton entourage, comment ils peuvent vivre aussi autour de toi, en te soutenant bien sûr, mais malgré les blessures, ça doit sans doute faire un peu peur aussi. Est-ce que eux aussi t'aident à mieux te relever? Alors je pense que déjà toi en tant que sportif, tu as peut-être besoin de ça, ou pas d'ailleurs. Comment ça se passe de ce côté-là? Eux, ils vivent pas pendant le Dakar. Ah ouais. Nos familles, pendant le Dakar, ils sont en suspens, ils savent que c'est terrible, très dangereux. On a perdu un mec super l'année dernière, Paolo Goncalves, qu'on connaissait tous super bien. Cette année encore, on a perdu un pilote français. Ils savent que ça existe. Ils sont pas dupes. Et ils savent à la vitesse auquel on roule. Donc eux, ils n'ont qu'une hâte, tous, hein, je parle pas que pour moi, hein, c'est qu'on arrête. Ouais. Clairement. D'accord. C'est de la folie ce qu'on fait. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on adore ça aussi. Ouais, tu l'as dit, c'est quelque chose qui est pas commun, tout le monde ne peut pas se le permettre, tout le monde n'a pas la possibilité de le faire, et tu te retrouves dans une vie normale, t'es complètement décalé, donc c'est toujours cette recherche d'être un petit peu en parallèle d'une vie normale, et ça je le comprends, hein. Enfin, j'ai pas la chance de pouvoir faire ce genre de choses, alors comme tu l'as dit, dans d'autres domaines tu peux retrouver, alors que ce soit des sportifs où c'est aussi du foot, du basket, ça doit être tellement, ou des artistes d'ailleurs aussi, dans les concerts, des choses comme ça, tu dois être tellement dans quelque chose d'hors du commun que revenir à la normale, ça doit être compliqué. Et c'est pour ça que tu as besoin à chaque fois de refaire, de te relever, malgré les galères, etc. Non, c'est hyper intéressant. Ouais. Il faudrait ce serait pas facile de retrouver toutes ces conditions et toute cette adrénaline, cet enjeu. C'est pas facile de retrouver ça dans la vie normale. Mais si tu trouves quelque chose, tu me dis. Hein.
Ouais, je peux te faire des balades. Bah, tu sais que moi, je voyage pas mal. Il y a des fois, il y a des belles surprises. En termes Ouais. d'aventure, ouais, mais en termes de sensations, rouler à 180 à New Delhi, par exemple, c'est pas possible. Mais il y a d'autres trucs Non. impressionnants, tu vois, un pouce-pouce qui se passe devant toi, une vache sacrée qui arrive derrière toi. Enfin, tu vois, c'est ce genre de sensation que je peux te Ouais, proposer. ouais, non, mais tout ça, c'est des trucs vraiment qui donnent envie. C'est des situations qui sont à vivre aussi, ce que tu dis. Mais on sait aussi tous, on est tous conscients, toute la bande, là, des 10-15 qui roulent devant, parce que faire le Dakar, c'est une chose, c'est vraiment très dur, c'est pas facile, etc. Mais après, le faire en jouant devant, Mm. voilà, c'est une autre affaire. Il y a un pilote qui était là quand j'ai commencé, qui m'avait parlé de tout ça, il s'était fait une grosse blessure, il dit, moi, j'ai été voir un psychologue du sport pour m'aider à me relever, à repartir, etc. J'ai tout expliqué, c'est un topo sur le rallye, etc. Sa conclusion, c'était, il faut arrêter, monsieur, c'est pas raisonnable, ça vous rend malade, ça vous tord les boyaux, il faut arrêter de faire ça. C'est pas du tout une bonne idée de continuer. Arrêtez, pour votre bien-être mental, arrêtez. Ah ouais, non, Donc, c'est sûr. Oui. il a été voir un autre psy, et puis voilà, il l'a quitté, quoi. Comme si il était censé l'aider à repartir, et en fait, le mec, il a été présent. Mais, c'est une décision pas facile, de s'engager à 100% pour jouer devant. Ben, c'est vraiment, ce que j'aime le plus au monde, mais c'est pas facile. Pour nos entourages, c'est dur à Bien vivre. sûr. Mais c'est là où, comme tu l'as dit, je pense que, bah voilà, imaginons que je décide de faire le Dakar, je peux peut-être imaginer de le faire, mais quoi qu'il faut vraiment aussi quand même un bon niveau, même si tu le fais en amateur. Mais mais en fait, c'est là où c'est important ce que tu dis, c'est que bien sûr, il faut de la technique moto, il faut avoir des aspirations à bien gérer la navigation, etc. Mais il y a aussi, j'ai quand même l'impression, le conseil ultime, enfin, je sais pas si c'est un conseil, mais il faut avoir un mental incroyable, quoi. Si t'as pas de mental, tu peux rien y faire. Bah ouais, alors mental, ça veut tout et rien dire à la fois, mais ça regroupe plusieurs choses en fait. Il faut être, avoir de l'abnégation, être déterminé. On est tout petit quoi aux situations. On se retrouve dans vraiment des déserts quoi. Il faut garder les pieds sur terre et garder son sang-froid. Donc voilà, ça regroupe tous ces trucs-là, le mental. Il faut être sage. Et est-ce que tu arrives à le travailler ça au quotidien? Parce que tu sais, tu peux bien préparer ta moto, tu peux faire du sport, tu peux faire de la motocross, tu peux t'entraîner. Comment tu travailles le mental au quotidien pour vivre cette aventure? Et ben comme il y a des sports dans lesquels c'est primordial, ce qu'on appelle le mental entre guillemets, comme le tennis, des sports comme ça. Et au final, faut prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on peut faire et de nos défauts et puis voilà, faire avec tout ça. Et puis visualiser, il y a pas mal de choses comme ça qui aident. Être parfaitement au courant de ce qu'on va faire, de ce qu'on veut faire, où on va, quoi, savoir où on va. Par exemple, dans le désert, si tu perds 5 minutes, bon, c'est pas très grave. Faut pas se rendre fou parce que t'as perdu 5 minutes. Ouais. T'as plus intérêt à garder ton sang-froid et à les regagner plus tard qu'à péter un câble et aller droit dans le mur, quoi. Donc voilà comment je travaille avec un ancien judoka pro qui est Ah, super c'est ce que fort. je vais te demander. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un du coup Ok, là c'est vraiment avec une personne, un ancien judoka qui t'aide à Voilà, absorber les voilà, difficultés prochaines, quoi. voilà. Ok. Et ton meilleur souvenir, je reviens sur quelque chose de plus terre à terre, ton meilleur souvenir en tant que pilote, c'est quoi? C'est mon deuxième Dakar quand j'ai fait ma première étape dans le coup. La première fois que je fais un bon résultat, c'est sixième. Après le Salar de Uyuni, on avait fait 150 bornes sur le Salar de Uyuni inondé. Evo Morales, le président, nous avait donné le départ. Et j'étais arrivé là sur une grande dune qui descend sur plusieurs kilomètres, immense, à 150, 160, qui descend sur le Pacifique. Et on était en Argentine et en Bolivie depuis une dizaine de jours. Et là, je fais sixième. Et ça, c'était la première fois que je faisais un si bon résultat. Et là, je me suis dit, pourquoi pas en faire une carrière, en fait. J'ai peut-être les capacités pour y arriver. C'est à ce moment-là, c'est le déclic en fait, parce qu'en fait, tu t'étais pas parti sur une carrière de Dakariste, je sais pas si on peut dire ça, mais Si, je voulais, bien sûr. Je pensais que j'étais capable, parce que à mon premier Dakar, j'avais fait une ou deux bonnes étapes aussi. Mais là, c'était vraiment clair, ouais. quoi. Faire une étape 6 au Dakar, c'est vraiment bien. La deuxième année, j'étais très très content de ça. Et puis c'était le lieu qui était
on revenait de 2 jours en étape marathon, on a traversé le Salar, c'était dément, quoi. On était sous la flotte, on avait des motos qui s'arrêtaient une par une parce que ça chauffait, donc obligé de s'arrêter pour nettoyer. C'était une vraie étape où il fallait gérer. On avait traversé 2 pays et arriver sur ce Pacifique là de cette grande dune, c'était grandiose. Génial. Bah, c'est marrant parce que moi, le Salar de Uyuni, je le connais, mais je l'ai fait en combi à plus de 50 km/h. Donc, tu vois. D'accord. Donc, Ouais. ce qui est bien, c'est que j'ai les images, mais j'ai pas Oui. les sensations pour l'instant. Mais ouais, c'est assez, À vrai dire exceptionnel cet endroit. que tu sois à 50 ou à 150 ou à 250 même, ça changeait pas grand chose, je pense, parce que c'était parfaitement lisse. On voyait absolument rien, mais rien du tout. Et on voyait juste les formes au loin et les autres, on a l'impression d'être dans une machine à laver un peu tellement il y avait d'eau. Et il y avait pas vraiment, c'était assez bizarre les sensations. Ouais, c'est assez dingue cet endroit, c'est vrai. Et Ouais. pour un raid, hormis, tu vois, hormis la préparation de la moto, etc., est-ce que toi, tu as une sorte de petit gris-gris, quelque chose qui te tient à cœur tout le long de cette aventure et qui te donne de la force? Bah moi je suis croyant, donc j'ai toujours une petite vierge avec moi dans ma veste. Et mais sinon non, j'ai pas d'autres gris. Ça marche. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Donc là, tu es en préparation, enfin, tu es en convalescence, on va dire, pour reprendre la moto déjà. Et après, c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que c'est le Dakar l'année Bah, c'est prochaine ou est-ce que tu as d'autres choses entre-temps? voilà, on a fait un peu le point sur mes faiblesses cette année, donc surtout physiquement, j'ai manqué un peu de force dans les cuisses et de force dans les cervicales, donc ça c'est 2 axes parce que avec la vitesse et la visière du casque cross, ça nous emmène le coup en arrière, c'est super difficile. Et ça, j'étais pas assez fort là-dessus, donc ça c'est un truc à corriger. Donc c'est organiser ça, préparer ça, puis retrouver un programme d'entraînement, un programme de course, et puis yallah. Et pour les fans d'aventure comme moi et de moto, comme je te disais, c'est un rêve de gosse de faire le Dakar. C'est quoi ton conseil? On en a parlé tout à l'heure, c'était le mental, mais est-ce que tu as un conseil vraiment pour vivre ce genre d'aventure? Et là, depuis le Dakar, j'ai énormément de copains, de connaissances, de mecs que j'ai croisés qui m'appellent. J'ai envie de faire le Dakar, c'est incroyable, ça m'a donné trop envie ce que tu as fait. Je veux venir au Dakar. Et je leur dis tous, il faut pas inventer la lune, quoi. Tu veux faire le Dakar, il y a une moto qui est adaptée et destinée à ça. Tu vas pas chercher autre chose. Tu sais que c'est long, bah, tu vas t'entraîner à faire des longues journées. Tu sais que tu vas passer minimum 10-12 heures de moto par jour pendant 15 jours, bah, faut t'entraîner à ça. Faut pas chercher à faire mieux que les autres il y en a qui font ça depuis 10 ans. Alors faut s'inspirer, faut regarder ce qui se fait et s'inspirer de ça. Et après chacun est différent et chacun a ses petites clés et ses petites et c'est tellement complexe au début qu'il faut pas au début il faut garder son sang-froid, regarder tête basse et pieds sur terre. Il disait ça chez Ferrari à une époque. Et d'ailleurs, est-ce que tu as quelqu'un qui t'a inspiré, toi, quelqu'un, alors soit connu dans le monde du sport mécanique ou qui t'inspire et qui t'inspire au quotidien pour aller au plus haut? Bah, pas vraiment. Moi, le truc qui est le plus inspirant pour moi, et ça, c'est vrai que je me rends compte que c'est vraiment difficile, c'est les gens qui arrivent à gérer une carrière pro et une vie perso. Et les deux bien. Et ça, vraiment, c'est pas facile. Faire une super carrière et avoir une super famille, et ben, ça, je trouve que c'est vraiment admirable. C'est très dur, je trouve. Ouais, c'est une gestion qui doit être compliquée. De Ouais, lier les deux, complètement. ouais. Et donc, du coup, alors déjà, je te remercie parce que tu as pris du temps. Ça a été chaud de se trouver, mais on a réussi. Ouais. Mais on voit que tu vois, on parlait de mental, et dans le mental, il y a plein de petites choses. Et tu vois, la hargne, bah là, regarde, on a réussi. On a fait preuve de hargne pour réussir. Ça va. Pour réussir C'est une petite preuve de hargne. Exactement. Et en général, je finis avec une petite citation ou une chanson. Est-ce que tu as une citation qui te fait penser à aller plus haut? Eh ben, c'est comme une maxime, je sais pas, c'est le truc de Cendrillon, là, comment on dit, le maître mot, ou je sais pas comment c'est sa devise, c'est courage et bienveillance. Ouais. Et je trouve que c'est pas mal en rallye, parce que faut être courageux, ça c'est sûr. Et puis, faut être bienveillant aussi, parce que tu ramasses souvent des copains par terre, et voilà, c'est un peu ça. Je trouve qu'elle est bien, cette devise.
Écoute, on va la garder. Moi, je te souhaite du courage. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en vrai, parce qu'on n'est pas très loin tous les deux. Avec plaisir. Et moi, je te souhaite que du bon. Je te souhaite que du bon, et ce serait avec grand plaisir de te resuivre sur tes prochaines courses. Super, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Rechad pour Rider Radio. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. À bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.